et aidément artisan de l'intégration nationale, mais également de l'intégration régionale. Je voudrais donc inviter le professeur Jean-François Kandi Combé à prendre la parole. Merci, Monsieur le modérateur. Excellences, Monsieur l'ancien Premier ministre de transition, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, les chefs des institutions constitutionnelles, chers collègues, chers étudiants, chers jeunes, voulant concrétiser l'hommage, il est une manière également qui me paraît s'imposer ici, c'est de laisser la parole, d'abord la première parole, à l'illustre personnalité, l'illustre personnage qui nous réunit ici aujourd'hui. Je le cite. Nous sommes persuadés que l'indépendance économique que nous recherchons de toutes nos forces ne sera obtenue qu'en travaillant et en luttant ensemble, étroitement associés, et que l'unité africaine que nous appelons de nos vœux ne sera réalisable qu'autour de grands ensembles régionaux, eux-mêmes rendus possibles par la réalisation maintenant obtenue de nos unités nationales. Ainsi parlait le président Gnassingbé Eyadema en 1972, très exactement le 3 juin 1972, et ce n'était pas dans un cénacle international, ce n'était pas dans une occasion diplomatique, c'était à l'occasion de l'inauguration de la Maison du Rassemblement du peuple togolais. Et ceci me paraît particulièrement significatif. Mesdames et messieurs, je crois ici revenir à une vérité intemporelle, celle des institutions et des organisations, qui est que ces êtres juridiques, abstraits et froids par convention non seulement scientifique, mais aussi par convention politique, ces êtres froids ne peuvent accomplir l'œuvre de transformation pour laquelle elles ont été mises en place que animés d'une énergie et d'un souffle qui sont humains. Pour le dire autrement, ces institutions sont animées et agissent à travers une idée originelle qui est conçue par des êtres de chair et de sang, en règle générale visionnaires, et d'une idée qui est, après tout, d'abord une idée de vie qui se transforme en une idée de droit, et laquelle idée de droit va précisément donner vie aux règles juridiques qui, ensuite, déterminent le résultat de l'action. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il en va des organisations, des institutions, et donc aussi des organisations d'intégration régionale. Et cette vérité première, ce n'est qu'en ayant conscience, une pleine conscience de cette vérité, que l'on peut, je crois, aider les organisations à déployer leur potentialité et toute leur potentialité, et, pour le dire plus simplement, à changer la vie des femmes et des hommes. C'est pourquoi la reconnaissance et la valorisation de ce que je nommerai ici comme l'esprit des institutions, ou l'esprit des communautés, puisque mon objet est les communautés. Cette valorisation revêt une importance tout à fait particulière. On l'a compris ailleurs,
sur d'autres continents. Par exemple, l'Europe célèbre depuis longtemps, chaque année, une déclaration, la déclaration Schuman. Déclaration fondatrice de ce qui est aujourd'hui l'Union européenne. Que dis-je? Elle célèbre, elle exalte. Elle va même jusqu'à inscrire cela dans la mémoire collective à travers les programmes scolaires, à travers les programmes universitaires, et elle la promeut même au-delà des frontières de l'Europe, au point où certains d'entre nous, même en Afrique, finissent, notamment parmi nos étudiants, finissent par voir dans cette déclaration d'un Européen pour des Européens la matrice de toute entreprise communautaire. Et la question s'impose. Et nos héros, les ressorts et les assises endogènes de nos propres dynamiques collectives en tant qu'Africains, nos propres paroles fondatrices et nos propres actes fondateurs, qu'en faisons-nous? Ma conviction est qu'il est de notre responsabilité à nous tous qui sommes ici, à d'autres qui ne sont pas avec nous ici, il est de notre responsabilité de sortir nos héros et nos assises, nos racines, de les sortir de l'oubli ou de la clandestinité pour les faire connaître au plus grand nombre, à commencer par les nôtres. Et j'ai commencé par ce long préambule pour dire combien était important l'événement d'aujourd'hui et combien je remercie les organisateurs de m'y avoir convié, ce qui est un privilège. Et pour en venir à mon sujet, il est évident depuis ce matin, cela a été abondamment rappelé, que feu le président Gnassingbé Eyadema n'a pas été seulement père d'une nation, la nation togolaise, il a été aussi, et en même temps, père d'une communauté, la CEDEAO. Père dans le sens le plus fort du terme, puisqu'il a été rappelé aussi que le président Gnassingbé Eyadema, c'est celui qui, avec son homologue et frère, le général Yakubu Gowon, président de la République fédérale du Nigeria, a conçu et porté cette communauté sur les fonds baptismaux, et que, s'agissant du général Gnassingbé Eyadema, il aura consacré l'essentiel de son énergie à cette idée jusqu'à la fin de sa vie. Il n'est donc que normal que, comme depuis ce matin, on place la CEDEAO au cœur des réalisations extérieures du grand homme. Ce n'est que justice. Mais je dirais, ce n'est que justice à la condition que l'on prenne bien conscience, que l'on prenne bien toute la mesure de ce que cela signifie, d'abord du point de vue de l'organisation elle-même, c'est-à-dire de la communauté de la CEDEAO, mais aussi du point de vue de l'homme. Et je voudrais ici évoquer quelques éléments qui renvoient à ces deux perspectives. Autrement dit, l'expérience de la CEDEAO est un élément révélateur de l'homme, de ses talents, du fait qu'il était habité d'une vision, qu'il était habité d'un projet collectif. Et donc, quelques mots seulement, en revenant d'ailleurs à l'essentiel au personnage, quelques mots seulement dans cette double perspective pour dire deux choses. D'abord que celui que nous honorons aujourd'hui, à qui nous rendons hommage aujourd'hui, se présente à travers l'expérience ou l'entreprise de la CEDEAO comme un homme d'action déterminé et ce que j'appellerais un agrégateur de l'Afrique de l'Ouest. Et ceci, c'est l'histoire de la naissance de l'idée de la CEDEAO, de sa maturation et de sa mise en œuvre qui nous l'apprend. L'essentiel sur les éléments de la naissance, sur la naissance de la CEDEAO, a déjà été excellemment présenté tout à l'heure, notamment par notre doyen
bien-aimé Robert Dossou. Je reviens un tout petit peu à ces éléments pour dire ceci. Avant le déclenchement, l'élément déclencheur qui nous a été présenté tout à l'heure par Maître Dossou, on s'aperçoit à la lecture des différents documents, en prenant connaissance des différents éléments, que avant cet élément déclencheur n'a été rendu possible que par le fait que le président Gnassingbé Eyadema était déjà habité par l'idée depuis le départ, depuis sa prise de pouvoir. Et il est intéressant de noter, par exemple, que les premiers à qui il a exprimé, auprès de qui il a exprimé ses idées, au début des années 70, c'est à l'intérieur du Togo, lorsqu'il se déplaçait, qu'il allait dans des circonscriptions, dans des villages, et en parlant aux populations. Et donc, s'agissant de la formalisation de cette idée, il se trouve qu'il s'inscrit dans un contexte dont les éléments ont été rappelés tout à l'heure avec le Conseil de l'Entente, la CEAO, notamment l'histoire de la CEAO. Nous sommes à une époque de foisonnement, d'une certaine manière, mais de foisonnement plutôt, je ne dirais pas négatif, mais de foisonnement et de concurrentiel, plus exactement, de foisonnement concurrentiel des idées de communauté et des idées de rassemblement. Il y avait des organisations, plusieurs organisations sur l'espace de l'Afrique de l'Ouest, dont le Conseil de l'Entente et la CEAO que j'ai évoqué tout à l'heure, mais il y avait également toute une série d'initiatives qui se formalisaient sous la forme de conférences, qui se formalisaient sous la forme de différents agencements. Le propre de ces éléments, je pourrais le qualifier de ce temps-là, du temps du triomphe des logiques de balkanisation. Et précisément, le projet du président Gnassingbé Eyadema s'inscrivait à l'envers de ça. Et la CEDEAO était un projet de rassemblement de l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Et à partir d'une conviction, je dirais presque à partir d'une volonté de dépassement de la question linguistique ou de la spécificité linguistique. Cette question linguistique, à travers les expressions de l'ancien président Gnassingbé Eyadema, est tout à fait caractéristique. Il se saisit d'un élément qui apparemment est technique, mais pour exprimer fondamentalement un projet politique, celui de construire une Afrique en dépassant les limites que la colonisation lui avait données. Et c'est le sens d'essayer de réunir les États d'Afrique de l'Ouest francophone et anglophone, en tous les cas, peu importe. Mais dans ce contexte-là, la chose était extrêmement difficile, cependant, parce qu'il y avait des ambitions dans ce que j'avais appelé le triomphe des logiques balkanisatrices. Les intentions n'étaient pas seulement africaines. Il y avait également des impulsions qui venaient de l'extérieur pour essayer de construire certaines communautés. Et ici, l'homme d'action s'est doublé d'un diplomate hors pair, en tout cas de qualité, de talent, et ce qui explique que ce projet qui était improbable de CEDEAO finira par aboutir néanmoins et finira par réunir l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. D'abord, je dirais quelques éléments qui sont une particularité de cette diplomatie-là. Le président Gnassingbé Eyadema a tenu à ce que, alors même que le Togo portait l'idée d'un rassemblement linguistique d'une certaine manière générale, que le Togo fasse partie de toutes les organisations qui existaient en Afrique de l'Ouest. Ce qui était une manière de maintenir le lien pour pouvoir discuter du dépassement des cadres qui existaient. Et d'ailleurs, il s'en est exprimé à plusieurs reprises en essayant de raisonner d'autres de ses compagnons qui estimaient que l'idée de CEDEAO étant une idée plus grande, il fallait récuser les autres idées. Et sa réponse était, je ne le cite pas ici,
Sa réponse était « Il n'y a aucune raison que notre volonté d'aboutir nous amène à considérer comme illégitimes d'autres projets venant d'autres Africains. » Alors, donc, une idée originale, promoteur d'une idée originale, et je dirais un homme d'action avisé dans la conduite jusqu'à la naissance de la CEDEAO. Et au moment de sa concrétisation, on s'aperçoit également, et je pense qu'il est important de le rappeler ici ou de le signaler, dans la concrétisation de la CEDEAO, le président Gnassingbé Eyadema va montrer d'autres talents. C'est une chose de penser l'avenir. Ensuite, c'est autre chose que de mettre l'avenir en action, concrètement, à travers des instruments, notamment à travers des instruments juridiques. Et on n'y insiste pas assez souvent, c'est que les éléments de la concrétisation de la CEDEAO ont fait de la CEDEAO une organisation, je le disais tout à l'heure, non seulement originale, mais aussi une organisation d'avant-garde sur le plan politique, mais aussi sur le plan juridique. Et ceci est dû à des choix qui ont été faits à ce moment-là, et je ne signalerai qu'un choix qui apparaîtra à d'aucuns comme étant un choix technique. Lorsque la CEDEAO a été mise en place, elle a été mise en place sur la base de traités, comme cela arrive pour toutes les communautés. Le choix qui a été fait à cette époque était de conclure un traité, une convention constitutive de la CEDEAO, mais de dire dans le même temps qu'on laisse pour l'avenir la possibilité de conclusion de protocole, c'est-à-dire de complément de ce traité. Ceci apparaît peut-être non significatif, mais la plupart des communautés africaines, inspirées notamment de l'expérience européenne, avaient pris l'habitude de conclure de grands traités qui comprennent à la fois le traité de base et les annexes et les protocoles, ce qui fait une sorte de pluralité d'instruments en un seul, et ceci alourdit la communauté. La preuve d'ailleurs, c'est que la communauté européenne, avant de devenir Union européenne, la première révision pour pouvoir changer, ajouter de nouvelles choses, ne sera intervenue que 30 ans plus tard. Pour la CEDEAO, les premiers protocoles vont arriver 2-3 ans plus tard. Ce choix a été décisif parce qu'il permet une agilité de l'organisation, et ceci me semble être... Je voulais retenir juste cet exemple-là pour montrer combien étaient, je dirais, fructueuses les choix qui ont été faits au profit d'une dynamique qui est une dynamique proprement ouest-africaine, proprement africaine. Et il est important de pouvoir, je dirais, remettre au sein des organisations juridiques les intentions de départ et cesser d'animer les règles juridiques pour ne pas avoir à les interpréter à la lumière d'autre chose. Alors, ceci est la première figure. La deuxième figure, c'est celle d'un président Gnassingbé Eyadema, leader que je qualifierais plutôt d'inspiré et de visionnaire, parce qu'il est le concepteur et le promoteur d'une voie originale pour l'unification, non pas de l'Afrique de l'Ouest, mais de l'Afrique en général. Et ceci nous ramène toujours à la CEDEAO. Parce que la CEDEAO a été conçue par lui, non seulement comme un outil d'intégration de l'Afrique de l'Ouest, mais de l'intégration la plus large possible, mais aussi d'une CEDEAO comme étant la vitrine, une proposition, je dirais presque le prototype
d'une organisation à l'africaine. Et ceci concerne, bien sûr, il y a plusieurs éléments que nous n'avons pas le temps de voir ici, je n'en prendrai que deux. La première dimension de la CEDEAO qui dépasse l'Afrique de l'Ouest, c'est que la CEDEAO a été conçue comme une organisation d'intégration à visage humain, une communauté à visage humain. Et ceci dépasse l'Afrique de l'Ouest et peut-être donne des leçons même au monde. Alors, lorsqu'on dit cela, cela correspond à quoi? D'abord, au fait que les populations, lorsque je parle de l'homme, les populations, les citoyens, sont au fondement, ils forment le socle de la CEDEAO telle qu'elle a été conçue par le président Gnassingbé Eyadema. La CEDEAO, c'est l'institutionnalisation de solidarité humaine. Et ce n'est pas un hasard. Si les premiers à qui il a parlé de cela, c'était les populations de certaines circonscriptions en dehors de Lomé. Et je reprends simplement ici, par exemple, la visite qu'il avait effectuée à Kétao, ou dans la circonscription de Lac-Bosso, où il avait prononcé un discours à la population. Et il a dit ceci, notamment, qui, pour les spécialistes du droit de l'intégration est d'une profondeur inouïe, deux points, la frontière d'État qui sépare administrativement votre région ne doit pas être un obstacle à vos échanges, encore moins un frein à votre développement économique. C'est pourquoi nous avons toujours voulu, d'un côté comme de l'autre de la frontière, que soit réduit au strict minimum indispensable le contrôle douanier ou les règles administratives de toutes sortes. La libre circulation des denrées régionales est de l'intérêt de tous et nous entendons qu'elle soit pratiquée sans entrave. Voici ce qu'il dit pour évoquer des difficultés pour les populations et une vision. Une vision. Socle parce que la communauté doit être, donc disais-je, l'institutionnalisation de solidarité humaine, mais aussi parce que dans la vision de Gnassingbé Eyadema, l'intégration régionale, c'est aussi une revanche de l'homme africain sur l'histoire. Je ne développerai pas ici, mais on en revient toujours à cette considération-là. L'homme comme socle, mais l'homme aussi comme finalité, c'est-à-dire que l'intégration régionale n'est pas faite pour servir une économie aride, mais pour servir les populations. Deux éléments très brièvement, si vous voulez bien. D'abord, il dira la libre circulation des personnes. Libre circulation des personnes passe avant la libre circulation des capitaux, le libre établissement, les autres libertés économiques. Libre circulation des personnes, c'est une spécificité de la CEDEAO qui est des plus intéressantes. Songez par exemple que la communauté européenne a démarré avec la libre circulation des travailleurs, non pas des personnes. C'est-à-dire libre circulation des travailleurs, c'est-à-dire des personnes, bien sûr, mais considérés comme des moyens de production dans une perspective économique. Et ce n'est pas un hasard si, avec la question de la libre circulation des personnes, très tôt, le général Gnassingbé Eyadema évoquera la citoyenneté de la communauté. Et un peu plus tard, la nécessité d'une protection des Ouest-Africains, des ressortissants des pays ouest-africains, et il sera à l'origine d'une proposition tout à fait essentielle, celle d'ouvrir la communauté à la protection des droits de l'homme. Et je m'en voudrais de ne pas vous dire dans quels termes il dit ça. Voici ce qu'il dit, et qu'il dit en 1989, à l'occasion de la visite au Togo du président de la Sierra Leone.
Il dit ceci: « Le grand vent de liberté qui souffle aujourd'hui sur le monde doit porter témoignage de notre foi en la valeur et en la dignité de l'homme. Il est du devoir de nos peuples qui ont subi les humiliations les plus dégradantes de l'histoire de l'humanité de donner aujourd'hui la preuve de notre grand attachement au respect des droits fondamentaux de l'homme. Les pays membres de la CEDEAO ne doivent pas rester en marge de ce courant. » Et il finit ainsi: « Il est temps qu'au niveau de notre organisation commune, nous examinions la possibilité de mettre en place une structure permettant de résoudre tous les problèmes liés à la défense et à la promotion des droits de l'homme. » Et il apparaîtra dans la compétence de la Cour de justice de la CEDEAO une compétence en matière de droits de l'homme qui est sans doute la plus grande et la plus extraordinaire de toutes les dispositions. Donc, cette idée-là, que la communauté ne soit pas seulement une intégration hors sol, est une idée profonde, et c'est sans doute ce qui donne, qui mérite d'être rappelée aujourd'hui parce qu'elle est peut-être, je dirais, porteuse de solutions aux problèmes d'aujourd'hui. On pourrait poursuivre longtemps. Le président Gnassingbé Eyadema a voulu une communauté qui soit une communauté fondée sur l'homme, mais aussi une communauté ambitieuse, exigeante, évolutive. Combien de fois dans ses discours à ses pairs, il a rappelé l'exigence de respecter la volonté commune exprimée par les traités ou par les règles juridiques, l'exigence de respecter les engagements, y compris les engagements financiers, parce que, disait-il, la communauté, c'est notre instrument pour décider de notre destin nous-mêmes et que, par voie de conséquence, nous devons être en mesure de financer nous-mêmes les actions de la communauté. En tous les cas, la CEDEAO a été pensée dès le départ comme cette organisation qui obéirait à la nécessité, aux nécessités du terrain, lorsque des difficultés apparaissent, les États de l'Afrique de l'Ouest doivent être en mesure de pouvoir se réunir pour les résoudre ensemble, et c'était le sens de la communauté. Je n'ai été que trop long, mais puisque j'ai commencé par donner la parole au président Gnassingbé Eyadema, permettez que je termine en lui donnant la parole, parce que je crois profondément que dans sa pensée, dans ses expressions, son action, mais aussi les discours, il y a des éléments qui sonnent comme des exhortations pour les temps présents. Et ces propos sont d'une actualité, je dirais, saisissante, et ils sonnent surtout comme un appel à poursuivre l'œuvre. Et cet appel à poursuivre l'œuvre, cette poursuite de l'œuvre, peut se faire peut-être plus aisément en ayant recours aux ingrédients qui existent déjà au socle de la CEDEAO. Alors, je laisse la parole à notre illustre personnage sur quelques éléments. D'abord, voici ce qu'il dit. Il dira dans un discours à l'ouverture d'une conférence des chefs d'État de la CEDEAO, qui est une mise en garde qui sonne aujourd'hui comme une sorte de prémonition. Notre foi en l'avenir de la CEDEAO voudrait que nous dépassions définitivement nos micronationalismes pour créer entre nous des liens de confiance, de fraternité et de solidarité plus sincères et plus francs, et finalement plus solides, qui permettraient à notre organisation de s'épanouir. Et il ajoutait, ce qui est une sorte d'avertissement, car nous sommes condamnés
à nous compléter et à vivre ensemble. Et il a ajouté sur la question de la méthode communautaire, méthode de la CEDEAO. Dans un autre discours, il rapportait cette méthode à l'observation du monde. Et il constate, je le cite, que le monde évolue. Et, je continue à le citer, la rapidité avec laquelle s'opèrent des changements les plus spectaculaires appelle de notre part une grande faculté d'adaptation. Nos institutions, les structures que nous mettons en place, les formules que nous privilégions doivent constamment tenir compte de cette réalité. Les temps actuels ne tolèrent plus les situations figées. Nous devons donc admettre comme une évidence la nécessité de nombreuses et continuelles adaptations. Nous ne devons pas nous effaroucher devant des décisions à prendre, des dispositions à affirmer lorsque les intérêts supérieurs de nos nations le commandent. Et je terminerai par une citation à propos de la place des peuples dans la CEDEAO. Et c'était dans un discours du 25 juillet 1977, où le général Gnassingbé Eyadema disait ceci, qui correspond à une conviction profonde. Il est temps que la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest bouge et qu'elle devienne une réalité de tous les jours, avec laquelle nos États, nos populations doivent compter. Il est temps que nos peuples sachent qu'il y a quelque chose qui change et qui a changé dans leur mode de vie d'un pays à l'autre. Ce sont des exhortations qui demeurent toujours d'actualité. Il a été rappelé tout à l'heure que le président général Gnassingbé Eyadema était toujours parmi nous. Ceci le montre, et j'aime à croire que sur notre continent, où nous pensons la vie comme étant une continuation entre les esprits, les vivants et les vivants à venir, que ces mots resteront et je vous remercie. Et cet hommage restera, et je m'associe au doyen Douceau pour dire que nous mériterions, à partir de cet exemple, de continuer longtemps ensemble à rappeler la mémoire des fondateurs. Je vous remercie. Nous remercions infiniment professeur Jean-François Akandi Combé pour la densité de sa présentation. Il est culturellement intégré. Il a donné la parole au général Eyadema au début de sa communication. Il lui a donné la parole à la fin également. Ceci veut dire que le président Eyadema est parmi nous, en esprit. Il a écouté tout ce que nous avons dit de lui et je pense que c'est une très bonne chose.